Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et avec Philippe David, on roule. C'est pas que vous nous poussez, on roule. C'est pas ce qu'on veut dire, c'est qu'on roule parce qu'on aime les voitures. Et Sud Radio, bien entendu, aime l'automobile. Et les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble jusqu'à 20h avec Yves Cara qui sera avec nous, porte-parole du Mobility Club France. Bonsoir, Yves. Bonsoir. Et bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. 2 heures de retard. Vous avez été malade ? Non, monsieur, j'ai dû aller changer ma carte grise. Votre carte grise ? Oui, allô ? Oui. Il y a des visiteurs aujourd'hui ? Non, monsieur le directeur. Vous avez vu la voiture qui est devant la porte ? Non, monsieur le directeur. Une voiture américaine exceptionnelle. Ah. C'est la mienne. En tout cas, on va parler de voitures aujourd'hui, la belle américaine. Exactement. Allez, au sommaire de cette émission, mauvaise nouvelle pour les acheteurs de voitures neuves à compter du 1er janvier 2024. Le malus au poids va changer. Quels sont les modèles concernés ? Quel est le malus ? Est-ce que le malus sera plafonné ? Est-ce que les nouvelles taxes vont-elles encore tuer ce métier d'importateur de voitures ? On va en parler dans un instant avec Hervé Vallée, directeur général d'American Car City. Le métier mobiliance de la semaine sera agent de marque. On aura le plaisir d'avoir avec nous Régis Legoavec, président du métier agent de marque. Et ensuite, on parlera des autoroutes. Clément Beaune, le ministre des Transports, a annoncé la semaine dernière que plusieurs projets autoroutiers, pas encore lancés, allaient être arrêtés, mais que la 69, qui reliera Castres à Toulouse, ira bien à son terme. Vincent Delahaye, vice-président du Sénat, qui a mené les travaux de la commission d'enquête du Sénat sur les autoroutes en 2020, sera en notre compagnie. Mais bienvenue à tous. Les vraies voix Sud Radio. Et on le disait, le malus donc pour les voitures thermiques pourrait être appliqué dès 2024 avec une réduction du seuil du poids de 1,8 tonnes selon le ministre des Transports Clément Beaune. Cette mesure fait partie d'un plan de sobriété énergétique du gouvernement, mais ça ne fait pas plaisir à tout le monde forcément. Hervé Vallée est avec nous, directeur général de American Car City. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est encore un coup de massue sur la filière automobile. Tout à fait, c'est vraiment un gros pack de taxes tous azimuts qui arrivent, donc que ce soit pour le malus écologique, pour la taxe au poids, pour le déplafonnement, pour les places sur les véhicules utilitaires pour travailler. Enfin, il y a vraiment tout un gros package qui vient assommer la profession. Et qu'est-ce qui pose problème dans la loi de finances qui est en cours de discussion au Parlement ? C'est un ensemble de problèmes. C'est un ensemble de problèmes puisque on est tous pour la transition écologique, ça fait pas de débat. Mais dans la transition écologique, il faut un certain temps. Il y a un mot transition. Exactement. Donc là, c'est au pas de charge, ça va trop vite. Les entreprises ne peuvent pas suivre. Il faut nous donner plus de temps. Et là, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de répit, Non, il n'y a pas de répit. On sort du Covid, c'est déjà compliqué pour le tissu économique. Et d'un coup, ça tombe avec 5-6 gros changements à tous les niveaux, de la petite voiture à la grosse voiture. Yves Cara, justement, on va revenir sur cette mesure du malus qui sera mis en place aux alentours du 1er janvier 2024. Qui dit quoi exactement ? Sur le poids, ils veulent encore réduire le poids des voitures à partir du moment où le malus s'appliquera. Alors, très clairement, je crois qu'ils visent les SUV, parce que souvent les SUV, c'est un peu une phobie comme ça. C'est dommage, hein, c'est juste un malentendu marketing. Je l'ai dit toujours, on aurait dit Famility voiture, ce serait passé. Mais encore une fois, peut-être qu'il faut réduire la taille des voitures. Mais effectivement, on l'a très bien dit, il y a un temps politique, il y a un temps industriel, il y a un temps social. Parce que déjà, les industriels n'y arrivent pas, mais il y a un temps social. Il ne faut pas oublier que tout ça, et je le dis souvent, ça crée un climat anxiogène dont on pourrait se passer et qui n'a aucune utilité écologique réellement. Parce que finalement, le but ultime, c'est quoi ? Et on est tous d'accord. Réduire l'impact de l'homme sur la planète, diminuer la pollution, faire une transition, on est tous d'accord. Mais est-ce que ces mesures à marche forcée ont un réel impact sur le réchauffement climatique ? Restons malheureusement modestes à l'échelle française, non. Et Hervé Vallée, la première mesure, on va parler du poids dans quelques instants, c'est la baisse du seuil des émissions de CO2 et donc du malus écologique. C'est ça la première mesure déjà. Donc la première mesure, on passe de 123 à 118 grammes de CO2 par kilomètre. Exactement, donc là ça touche les voitures de monsieur tout le monde, les gens qui vont travailler, 80% de la population.
Donc, je pense pas que ça change beaucoup sur l'écologie. Par contre, ces gens-là qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, et ils vont faire comment? Non, mais là, ça veut dire qu'on peut rien faire sur la voiture. La seule meilleure, où je vous pose des questions crétines peut-être, ou passer en bioéthanol, ou ça peut changer quelque chose, ou alors changer de voiture. C'est quoi le truc? Justement, on fait un amalgame puisqu'on taxe tout le monde. Oui. Alors qu'il y a des gens qui font des efforts. Nous, par exemple, depuis 15-16 ans, on est à l'éthanol à 95% de ce qu'on vend. Ah, d'accord. Et on n'en tient pas compte. Donc, dommage, tout ce qui est éthanol et GPL, qui sont des véhicules propres, aujourd'hui, ils sont taxés comme les autres. Donc, en fait, on se demande si c'est vraiment... Et pourtant, c'est un effort écologique. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on se demande la réalité de ces mesures. Puisqu'en fait, j'ai l'impression que c'est plus des annonces politiques pour faire vendre ces voitures électriques, purement électriques, que personne ne veut, puisque c'est pas fait pour 100% des gens, c'est fait pour une certaine population, pour une deuxième voiture, moi le premier. Mais aujourd'hui, on veut absolument changer 100%. C'est pas possible. Mais est-ce que ça veut dire que si toutefois, la réglementation va changer, ça veut dire que quoi, les automobilistes vont être pénalisés d'une manière ou d'une autre, Yves Cara ? Oui, et touchés surtout sur le porte-monnaie. Donc on va se tourner de moins en moins vers les voitures neuves ou vers des plus petites voitures que les constructeurs, quels qu'ils soient, ne veulent pas produire finalement parce qu'elles sont pas rentables. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les industriels. Et nous, les petites voitures citadines, on gagne pas assez d'argent. Il faut investir dans la recherche et développement pour l'électrique. Donc on va cesser ou on va les mettre en électrique. Voilà, vite fait, histoire de dire qu'on a quand même une petite voiture. Mais c'est un problème. Ils vont vers des voitures plus grosses, avec une meilleure marge, parce que ce ne sont pas des philanthropes, il faut payer des salaires, on est entrepreneur, il faut faire. Donc il y a une dichotomie comme ça entre, il faut réduire le poids, la taille des voitures, pourquoi pas une R16 d'il y a 50 ans, qui était une super citadine, elle est toute petite maintenant par rapport aux autres voitures, pourquoi pas? Mais attention, le poids qu'on a pris et le volume, c'est au bénéfice de la sécurité. Les airbags, par exemple, et les airbags et tout ça, et des structures déformables. Donc faut jamais l'oublier ça aussi. Alors Hervé Vallée, les taxes au poids, c'est dingue, parce qu'on passe de 1 tonne 8 à 1 tonne 6 pour être frappé. C'est 10 € au kilo à 30 € le kilo au-dessus de 2 tonnes 1. Expliquez-nous, parce qu'il y a des paliers, c'est dingue. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est au-dessus de 1 tonne 8, c'est 10 € du kilo. Demain, avec cette loi, on va passer à 1 tonne 6, donc 10 € du kilo jusqu'à 1 tonne 8. Et après, par tranche de 100 €. Donc de 1 tonne 8 à 1 tonne 9, on sera à 15 €. 1 tonne 9 à 2 tonnes, 20 €. 2 tonnes à 2 tonnes 100, 25 €. Et au-delà de 2 tonnes 100, 30 €. Donc pendant un véhicule sécuritaire avec une famille 5 places, vous avez tous des véhicules, vous regardez les poids des véhicules avec, malgré la matière aujourd'hui moderne, aluminium, mais les véhicules pèsent très facilement. Ouais. Donc on va se prendre des 4, 5, 6, 10 000 € de taxes au poids, juste pour être en sécurité. Donc en fait, il ne faut pas être en sécurité. Alors pour que les gens comprennent, c'est la première circulation, ce ne sont pas des voitures, ce sont des voitures neuves. À la première matriculation des véhicules neufs, ou à la première matriculation des véhicules d'occasion qui rentrent de l'Europe. On est le seul pays européen à freiner la libre circulation des marchandises et des biens. Mais qu'on comprenne bien que si vous avez cette voiture-là depuis 5 ans, vous ne serez pas taxé. C'est vrai que si on l'achète à l'étranger par un agent, même une voiture d'occasion, on est taxé là-dessus. Et ce poids, il ne faut pas oublier que quand on parle d'électrique, l'électrique, ça fait grossir les voitures. Voilà, les batteries, c'est très lourd. Et très lourd. Même une voiture hybride, qui est très bonne écologiquement. Franchement, moi, je roule à l'hybride avec du super éthanol. À l'usage, on peut pas moins polluer. C'est vraiment bien. Seulement, ça a un coût. Ça a le coût des batteries, du poids. Donc, on va à l'encontre finalement déjà de l'industriel qui peut pas les construire. On peut pas construire des voitures efficaces écologiquement et qui sont très légères. Pour l'instant, les batteries, il y a juste les députés européens qui savaient pas que les batteries c'était lourd. C'est dommage. Mais moi, je me mets à la place. On aurait dû leur dire. Je me mets à la place de l'automobiliste lambda. En fait, on ne comprend plus rien. Il est perdu. Même nous. Enfin, moi, tout le monde est perdu. Et pourtant, on fait de l'émission voiture toutes les semaines. Mais en fait, les injonctions, les nouvelles réglementations, et je comprends que ça fige le marché, en fait. Vous imaginez les gens qui sont beaucoup moins affûtés que vous, ils sont perdus. Oui. Et donc ils n'achètent plus. Exactement. Voilà. Alors il y a aussi l'écotaxe sur les véhicules d'occasion qui augmente, mais là elle augmente pas, on a trouvé un subterfuge. L'abattement de 10% va passer à 5% demain. Vous nous l'avez expliqué tout à l'heure en préparant l'interview, expliquez parce que là c'est quasi soviétique. Je vais être très... Je ne connais pas celui-là, je l'attends avec impatience. Alors en fait, un véhicule d'occasion, vous êtes intéressé par un véhicule européen, une Renault, un Renault Captur que vous achetez en Allemagne.
À la première immatriculation française, donc vous payez l'écotaxe de l'année du véhicule. Donc s'il a 5 ans, aujourd'hui c'est 10 500 € d'écotaxe, moins 10% par an, donc moins 50%, vous la payez 5 250. D'accord. En plus du prix de la voiture. Bien sûr, ça D'accord. c'est déjà aujourd'hui. D'accord. Mais demain, c'est 5% d'abattement. Donc au lieu de payer sur un véhicule... 10 000, on va payer 9 000 euros. 7 500. 7 500. 7500. Et sur un Vous véhicule avez de vu comme 3 je ans... suis nul en maths. et on peut pas être bon de partout. Et- Grand fouve. Et pour un véhicule de 3 ans, vous achetez un véhicule de 3 ans parce qu'un peu plus récent, l'écotaxe est de 30 000 € aujourd'hui, vous allez payer 4 500 € de plus. Pas 4 500 € d'écotaxe, de plus des 30 000 qui est en vigueur aujourd'hui. 30 000, où vous devrez avoir 10% d'abattement par an, c'est-à-dire 30%, c'est-à-dire 9 000 €. Là, vous n'aurez plus que 4 500 d'abattement. Donc pour un véhicule de 3 ans, vous allez payer 25 000 € d'écotaxe. Bon, Voilà. on Le prix d'une voiture, en fait. On n'a qu'à Oui. pas les acheter à l'étranger. Voilà. Allez, C'est fini. vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Ça n'est pas fini, hein. Il y a d'autres Il y a d'autres impôts encore. d'autres Quand il y en a qui plus, il y en a devraient encore. tomber. Exactement. Nous sommes en tout cas avec vous, 0826 300 300. Vous avez le droit de nous appeler. Appelez-nous si, voilà, expliquez-nous vous ce que vous comptez faire. Est-ce que vous êtes en train d'acheter une voiture? Est-ce que vous êtes décidé, pas décidé? Est-ce que vous êtes perdu comme sont la plupart des Français aujourd'hui? 0826 300 300. On reste ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est les vraies voix qui font rouler la France. On revient sur ces taxes qui devraient arriver à partir du 1er janvier 2024. Attention, si vous avez une voiture, en tout cas si vous voulez en acheter une, ça va être compliqué. Yves Cara est avec nous, porte-parole de Mobilité Club France. Et puis notre invité qui est avec nous pour en parler aussi est Hervé Vallet, directeur général d'American Car City. On revenait effectivement sur ce malus au poids qui devrait arriver, mais Philippe, ça n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de taxes, ça devient assez intéressant. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors la taxe qui augmente aussi, c'est la taxe sur les véhicules de société. On a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Même les véhicules, alors pour les véhicules d'importation, dont le taux de CO2 n'est pas calculable, on taxe au plafond, même pour les hybrides. Tout à fait. Les hybrides ne sont pas reconnus pour les modèles importés. Donc on taxe comme si c'était pas un hybride. Donc après, il ne faut pas nous dire que c'est une loi pour l'écologie. Oui, donc c'est un produit importé, hein. C'est pas pour les produits franco-français. Quand ils sont hybrides. Mais tout ce qui est véhicule utilitaire, comme les pick-up, pour travailler, pour les artisans, pour tracter, pour aller sur les chantiers, si vous devez transporter plus de 3 personnes, ils seront taxés comme une voiture. Donc quelqu'un qui a un véhicule de chantier, avec donc un double cabine, va payer son véhicule, va payer 60 000 € d'écotaxe, va payer 6 000 € de TVS, ne va pas récupérer sa TVA, mais ils vont pas aller travailler. Donc il va enlever un siège, et on va rester dans Ubu, il va enlever un siège, et pour aller sur le chantier, ils iront à 2 voitures. Voilà, c'est plus écologique. Très écologique. C'est ça, c'est la seule solution pour pas payer les taxes. Non, là, c'est pas réfléchi. Alors, j'ai vu un cas qui est dingue. Il y a aussi un nouveau super malus écologique qui arrive pour les véhicules qui ont plus de 193 grammes de CO2 par kilomètre. Alors donc, vous l'avez dit, il passe à 60 000 € par véhicule. Exemple, une Toyota GR86. C'est une belle petite voiture de sport. C'est l'équivalent d'une Nissan 350, c'est ça, grosso modo. Elle va passer de 33 900 à près de 100 000 € avec les différents bonus et malus, a priori. Oui, donc ça deviendra un objet de collection, de rareté, et ça ne se vendra pas. Ça, c'est exactement. Parce qu'en fait, avant, il y avait un plafonnement où on devait faire les taxes, ne pouvaient pas dépasser 50% du prix de la voiture. Du prix TTC. Du prix TTC. Et aujourd'hui, dans ce package fabuleux, c'est tout déplafonné. Donc sur cette voiture, il y a 60 000 € de taxes sur une voiture à 39 000 €. D'accord, donc vaut mieux vivre dans sa voiture que dans sa maison. Et là, on parle d'une voiture légère, d'une petite voiture, petite voiture citadine entre parenthèses, sportive légère. Pour ceux qui nous écoutent, juste le grammage de CO2 par kilomètre, par exemple 193 grammes de CO2 par kilomètre, on parle de quoi comme type de voiture à peu près? Un petit véhicule de litre.
Pas un véhicule fou, on ne parle pas de Porsche, de Ferrari, on ne parle pas de grosses BMW 6 cylindres ou des V8, non, on parle de 4 cylindres, une Renault 2 litres 4 cylindres, vous êtes dedans. Oui, c'est ça, on a l'impression qu'on stigmatise que les grosses voitures, tout ça, mais avec toutes ces règles, on arrive à toucher monsieur tout le monde, entre parenthèses, ce qu'on appelle les daily, les voitures de tous les jours, qui vont devenir de plus en plus chères. Vous savez, l'année prochaine, on va être obligé d'emprunter 285 milliards. 250 cette année, 285 milliards, 70 milliards juste pour le remboursement de la dette. On a l'impression qu'il faut qu'ils trouvent de l'argent quelque part. Alors quand on dit qu'on baisse les impôts, non. Parce que le coût de la vie, on l'augmente aussi avec toutes ces taxes. Et encore une fois, hein, si vraiment, à Mobilité Club France comme ailleurs, on le pense, ça avait un vrai impact sur le réchauffement climatique. On se dit, on fait ça, mais on va gagner 2 degrés. Franchement, on irait. Bien sûr. Mais c'est un leurre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, malheureusement, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous reste comme possibilité? Est-ce que vous vous mettrez entre vous avec les filières? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a une discussion avec le gouvernement, avec le ministre des Transports, par exemple, Clément Beaune, vous remontez des informations parce que c'est ubuesque en fait. Donc en tout cas, moi me concernant, ou mes clients, 70% de mes clients sont des chefs d'entreprise, donc je suis avec le MEDEF. Oui. Vous allez rencontrer Mobiliance d'ailleurs dans quelques jours. Et Mobiliance, bien évidemment, puisque c'est notre syndicat d'automobile. Et aujourd'hui, tous les constructeurs de véhicules utilitaires, tous les constructeurs tout court, sont désabusés. Donc il y a beaucoup de garages qui vont fermer. On en parlait ensemble avant l'émission. C'est catastrophique. Donc il faut aller chercher de l'argent, mais là, les gens qui vont payer des taxes phénoménales vont trouver d'autres solutions, vont fuir la France. Mais est-ce que, Hervé Vallet, est-ce que ça n'incite pas à la fraude? Soyons clairs, hein, parlons vrai ici. Hein. Est-ce que ça n'incite pas à monter des sociétés à droite et à gauche pour aller récupérer des voitures? Alors, bien évidemment, des gens comme nous qui sommes installés en France, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, mais on l'entend, on le voit depuis des années, depuis 2-3 ans, puisque de passer de 10 000 qui était acceptable, où les gens payaient sans problème, on est passé 20, 30, 40, 50, où là ça devient déjà débile, donc 60, on n'en parle même plus. Donc il se monte des filières. Malheureusement, il y a des choses qui sont passées et qu'on a vues aux 20h à la télé, qui étaient des véhicules plaqués comme ça, et ça sera de plus en plus. Donc c'est catastrophique. On va pas rentrer d'argent. On va détruire un tissu économique qui paye beaucoup d'argent à l'État. Ça, on va le perdre. Et les gens ne vont pas payer des sommes débiles. Ils vont trouver des solutions. Donc ça n'a pas de sens. Mais moi qui ai quelques origines dans les Pyrénées, je vois par exemple, vous avez le restaurant au pied du cercle de Gavarnie. Alors là, il n'y a que les ânes qui y vont, vous voyez. C'est une piste en terre. Moi, je l'ai fait à pied. Vous y allez souvent, non? Oui, mais moi à pied. Non, parce qu'il y a beaucoup d'ânes qui y vont, alors je suis inquiet. Vous avez par exemple, je vais te citer la marque, tant pis, hein, le type, quand la dernière fois où j'y suis allé, il avait un Volkswagen Amarok, qui est un peu comme vous, un Dodge Ram par exemple, parce que la route n'est pas goudronnée, pour livrer son restaurant, mettre les boissons, mettre la nourriture, etc. Il n'a pas le choix. Et il y a beaucoup de gens dans les routes de montagne qui ont ce type de véhicule parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que l'hiver, c'est pas toujours déneigé, etc. Comment ils vont faire? Donc il aura 2 solutions. Ou il faut qu'il achète 2 véhicules, c'est très économique, dans un véhicule juste pour faire ça. Oui. Un véhicule de place. Ou il va payer son Amarok 150 000 euros. 200 avec et puis là, c'est pas, avec les taxes diverses et variées. Et puis le Amarok, il n'est pas américain ou japonais, il est fabriqué, je crois, à Hanovre en Allemagne. Donc c'est vraiment dans l'Europe. Tout le monde, ça touche les voitures françaises. Une Yaris, par exemple, qui est une voiture fabriquée en France, qui est une toute petite voiture pour monsieur tout le monde. Aujourd'hui, elle est touchée parce qu'elle est à 131 grammes. Donc, les gens vont payer 500 € à la première matriculation de plus. Mais ça va avoir comme conséquence, et ça l'est déjà depuis 1 ou 2 ans, de faire vieillir le parc. Hein. Bien sûr. On va pas changer les voitures. Moi, ce que je vois un peu autour de moi... Qui est en moyenne aujourd'hui autour de 10 ans. Hein. On garde sa voiture à peu près. 11 ans et quelques. Mais c'est très écologique de rouler avec des voitures de 10 ans. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, un gros véhicule américain pollue moins qu'une 4L. Donc, gardons des vieux parcs. Moi, je suis quelqu'un de la promesse où qui ne sont pas entretenus pour la plupart. Voilà, où il y a beaucoup de gens qui roulent avec des C15, des Renault Express qui ont 20 ans, 25 ans. 30 ans même. Ces gens ne vont pas acheter un véhicule électrique à 30 000 €, c'est pas vrai. Donc ils vont les garder encore plus. Donc la sécurité, il n'y en a pas. La pollution, je vous en parle même pas. La meilleure voiture, c'est celle qui pollue le moins, c'est celle qu'on fabrique pas. Mais voilà, le parc français va forcément encore plus vieillir. Et le vieillissement s'est accéléré ces derniers mois. Hervé Vallet, directeur général d'American Car City, vous craignez pour votre profession, à vous, en tout cas votre secteur d'activité? Bien sûr. Ouais. Depuis quelques semaines, on ne dort plus, on ne mange plus. On n'a pas de solution.
Écoutez, merci en tout cas d'avoir Tout été notre soutien. avec nous. On va suivre ça de près, Cécile, ouais, hein. bien sûr, on va le suivre et on va en parler surtout. Et dans un instant, on reviendra avec le métier mobiliance de la semaine, agent de marque. Ah bah, eux aussi, ça va être compliqué pour eux. On en parle dans quelques instants. Vous voulez réagir, hein, n'hésitez pas, 0826 300 300. Vous êtes ici chez vous, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Et c'est sur Sud Radio, bien entendu. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et pour nous accompagner jusqu'à 20h, Yves Carra est avec nous, un porte-parole de Mobilité Club France. Ça va, Yves? Ça va très Malgré bien. toutes Tout ça, ces, c'est anxiogène. Hein. Absolument, Ah oui. c'est très Essayons anxiogène. d'apporter un petit peu d'espoir, mais c'est pas facile. On revenait il y a quelques instants, si vous venez de nous rejoindre, sur les futures taxes sur ce secteur automobile. Et puis, il y a énormément de métiers dans cette filière automobile. Et les métiers de mobiliance de la semaine, c'est les métiers d'agent de marque. Avec nous, Régis Legault-Avec, qui est président du métier d'agent de marque. Bonsoir, merci d'être Bonsoir. avec nous. Bonsoir, merci. Alors, qu'est-ce que sont les agents de marque? Dans la filière, finalement... La filière automobile, absolument. Tout à fait. Ce sont tous les réparateurs de proximité qui Ouais. portent un panneau de constructeur. Donc, et c'est beaucoup en rural et il y a environ 6 à 7 000 agents au total et nous en représentons 2500. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Mobiliance réunit combien? 2500, c'est ça? 2600, exactement. 2600. Mais quand vous dites que vous êtes agent de marque aussi, vous faites de la réparation, mais est-ce que vous avez aussi des marques que vous représentez? L'agent de marque a un panneau constructeur unique. D'accord. D'accord. Donc c'est le constructeur qui gère ça avec les concessionnaires, avec les rangs 1. Donc nous sommes rang 2, les agents. Et il a un panneau de marque, il a des exigences, il apporte strictement les mêmes services que dans l'ensemble du réseau de son constructeur, que ce soit en compétences ou en vente de véhicules, mais sa vocation, c'est l'entretien et la réparation. Donc, vous avez dit, il y a le rang 1, c'est les concessionnaires, le rang 2, c'est les agents de marque, L'agent. et le rang 3, Voilà. c'est les indépendants. Et, Tout à fait. et de plus en plus deviennent indépendants ou c'est stable? Il y a une gamme intermédiaire, je vais dire, on a un public intermédiaire, ce sont les réparateurs sous enseigne. Vous devez les voir quand vous circulez, les Oui, bien enseignes sûr. Bosch Car Service, Eurorépar, etc. Donc ces gens-là sont en progression. Pourquoi? Pas parce que les agents de marque sont en régression, pour diverses contraintes de réduction de réseau, etc. On observe des mutations, c'est-à-dire que les agents de marque passent sous d'autres enseignes. Est-ce que On c'est... les retrouve... Oui, allez-y, pardon. Non, l'enjeu forcément de ces agents de marque aujourd'hui, est-ce que c'est comme dans beaucoup de métiers, c'est le manque de personnel et de personnel qualifié peut-être aussi? Absolument, c'est pas spécifique à notre métier, mais effectivement, on manque de personnel, de compétences. On a du mal à attirer les jeunes, donc on a sans doute un souci d'attractivité, mais qu'on se force à essayer d'arranger. Mais on manque de personnel, comme tout le monde. Alors, il y a des métiers plus touchés. Les techniciens, puisqu'on a des techniciens maintenant, vraiment des gens de haut niveau. On a des carrossiers aussi. Les carrossiers compétents, c'est devenu introuvable. Donc, on a, comme tout le monde, des problèmes de compétences. Surtout globalement, il y a une activité soutenue, il y a du travail, ça tourne, et effectivement, ça manque de bras par moment. Avec Philippe David qui fait beaucoup de boss, lui, il ne répare pas. J'ai l'impression d'être le chauffard. Non, je présente. Est-ce que c'est un problème de formation? C'est un problème de quoi? Finalement, de lecture du métier? C'est un problème d'apprentissage, de communication? Ça vient d'où? Ou alors c'est le métier? On a une énorme, un gros historique d'apprentissage. On forme à peu près 70 000 alternants. Oui. Donc on a vraiment un gros historique. La profession a toujours eu des apprentis qu'on a de plus en plus de mal à trouver. On avait avant, au mois de mai, juin, quand c'était l'époque, on avait des défilés dans toutes les affaires. On ne voit plus personne aujourd'hui chez les jeunes. Il faut aller les chercher dans les collèges. On fait des manifestations et on a de plus en plus de mal à attirer. Alors, c'est pas spécifique à nous, tout le monde a les mêmes problèmes. Même à la reconversion? Reconversion, alors on a beaucoup de fer au feu, on a des tentatives, des missions avec des missions locales, avec des cabinets de recrutement spécialisés, on essaie la reconversion.
Mais c'est pas ça qui fera les volumes dont on a besoin. Régis Le Goavec, en 30 secondes, Oui. vous avez un rôle vital dans les zones rurales, parce que combien dans les petits villages on voit un agent avec un petit panneau Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen, etc. Vous avez vraiment un rôle en plus de service public, d'hyper proximité, on va dire ça comme ça. Tout à fait. C'est la notion de service. C'est effectivement notre credo. J'étais chez un collègue là, il y a quelques semaines, rural, vraiment rural. Il a un panneau de marque, effectivement, mais la tondeuse à gazon, il sait faire. Le vélo du gamin, il sait faire. Donc on a vraiment une activité de service importante, tout à fait. En tout cas, c'est le métier Mobiliance de la semaine. Ça s'appelle agent de marque. Merci beaucoup, Merci. Régis Le Goavec, d'avoir été avec nous, président du métier agent de marque chez Mobiliance. Vous restez avec nous dans quelques instants. On reviendra sur ce qu'a dit Clément Beaune, le ministre des Transports, qui a annoncé la semaine dernière que plusieurs projets d'autoroute n'allaient pas être lancés. En l'occurrence, l'A69 qui reliera Toulouse à Castres ira bien à son terme. On en parle dans un instant. C'est les vraies voix qui font rouler la France. On reste ensemble jusqu'à 20h. On a aussi de choses qui fâchent, et c'est important en tout cas d'en parler et d'avoir la notion de ce qui se prépare. On parlait du malus par exemple pour les voitures thermiques il y a quelques instants, et d'autres choses aussi, et on en parlait avec notre invité Hervé Vallet, directeur général d'American Car City. Avec nous en tout cas pour suivre cette actualité, Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France, et puis on va revenir sur ce qu'a dit Clément Beaune, Philippe David, pardon. On va revenir sur ce qu'il a dit ce matin sur Sud Radio. On écoute le ministre des Transports et on accueille notre invité tout de suite. Ça fait plusieurs décennies que ce projet est envisagé. Il y a eu 500 réunions publiques. Il y a eu plus de 10 recours, et tous les recours suspensifs, c'est-à-dire ceux qui font que on doit attendre le résultat avant de faire des travaux, ont été purgés. Il y a encore quelques recours qui sont engagés, c'est vrai, comme pour d'autres projets, mais qui ne sont pas suspensifs. Et donc si on changeait aussi nos principes, nos critères de décision, alors que les décisions démocratiques ont été prises, alors que les procédures juridiques ont été faites. Si on disait, écoutez, on change tout, je le dis sincèrement et gravement, on ne fera plus aucun projet en France. Clément Beaune, pour autant, réaffirme vouloir abandonner des projets d'autoroute moins avancés parmi les dizaines qui se trouvent dans des cartons. On écoute. J'ai voulu qu'on ait une approche globale, qu'on regarde ce qu'en pensent les élus locaux. L'apport en termes de désenclavement de territoire. On fait pas des routes pour le plaisir, on fait des routes quand c'est absolument nécessaire et qu'il n'y a pas d'alternative. On regarde l'impact environnemental, il faut pas que ça soit grave, impactant. Tout projet a un impact environnemental, on doit les minimiser, les réduire, et c'est un critère de choix. En mettant ces critères ensemble, on va dans les prochaines semaines dire stop ou encore. Poitiers-Limoges, par exemple, mal barré, pardonnez-moi. C'est un projet qui n'a pas beaucoup de soutien local. Non, je ne veux pas faire la liste, ça fait partie de la liste, mais on va dire ça ensemble. On n'a jamais fait dans notre pays cette revue d'ensemble courageuse. Je dirais évidemment l'ensemble de ces résultats dans quelques semaines. En tout cas, Clément Beaune, le ministre des Transports, a annoncé, donc on vous fait un résumé, la semaine dernière, que plusieurs projets d'autoroute pas encore lancés allaient être arrêtés, mais que l'A69 qui reliera donc Toulouse à Castres ira bien à son terme, Philippe. Avec nous, Vincent Delahaye, vice-président du Sénat, qui a mené les travaux de la commission d'enquête du Sénat sur les autoroutes en 2020. Bonsoir Vincent Delahaye. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors, comment expliquez-vous ce changement de cap de l'exécutif ? Écoutez, moi les propos du ministre me choquent pas. Qu'on puisse se réinterroger sur certains projets, je pense que tant qu'ils ne sont pas lancés, il faut se réinterroger. Par contre, je pense que des projets d'autoroute qui ont été validés, qui font l'objet de recours par des minorités, eux doivent voir le jour. Et c'est vrai qu'on parle de l'A69, là, Toulouse-Castres, mais pour moi, ça doit voir le jour. Alors après, que sur les autres, on puisse s'interroger, qu'on puisse se dire oui ou non, est-ce que l'impact économique est fort, est-ce que l'impact environnemental ne contredit pas cet impact économique? Il y a toujours le problème de l'équilibre économie-environnement. Et c'est vrai que c'est ce qu'il faut rechercher, et c'est pas toujours facile à trouver, mais en tout cas, on sait que les autoroutes en France ont permis des développements économiques dans beaucoup de régions, et c'est quand même un atout considérable pour notre pays, donc il faut, je pense, continuer quand même à en faire. Après, s'interroger, c'est jamais mauvais de s'interroger. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que quand on construit une autoroute, il y a un impact, il y a une étude d'impact écologique maximum. Vraiment, tout est fait pour. On a des ponts parfois quand on est sur les autoroutes, on dit tiens, c'est un pont avec boisé, tout ça, c'est pour permettre aux animaux de passer au gibier. Donc vraiment, tout est fait pour minimiser au maximum la nuisance écologique. Donc, faut le dire, ça coûte beaucoup d'argent, il y a des études, ça prend du temps, et tant mieux. Mais
Après, si on peut poser une question, tenez, par exemple, sur entre Castres et Toulouse, une région que je connais bien, du côté de l'Avor, que j'adore. Pourquoi est-ce que, par exemple, je me fais un petit peu l'avocat du diable, finalement, on pourrait dire, bon, on ne construit pas d'autoroute, par contre, on va faire du ferroutage pour les camions entre Castres et Toulouse, un maximum, on va mettre ça en place, comme ça nous évitera de construire une autoroute et ça va rendre service aux entrepreneurs. Est-ce que ce serait possible, ça? Vincent Delahaye, le ferroutage serpent de mer en France. Le ferroutage, s'il n'a pas été mis en place jusqu'à présent, c'est que, à mon avis, il coûte quand même beaucoup plus cher qu'une autoroute. Et c'est quelque chose qui, sur la durée, à mon avis, n'est pas forcément très rentable. Donc, c'est des contraintes, bien sûr, pour les camionneurs, beaucoup moins de souplesse. Et un coût, alors moi, j'ai pas en tête les coûts du ferroutage, et j'ai pas étudié ça récemment. Mais en tout cas, je pense que si ça n'a pas été mis en place, c'est que c'est vraiment trop onéreux et pas rentable. Donc à un moment donné, il faut aussi de la rentabilité. Oui, mais écologiquement, c'est peut-être moins impactant. Ça serait mieux. Bien sûr. Non, mais j'entends bien l'argument écologique, mais derrière, il faut pouvoir financer les infrastructures qu'on décide. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est pas financé. C'est-à-dire que c'est des équipements qui dans l'absolu, sont effectivement intéressants. C'est pareil pour le transport fluvial. Le transport fluvial, on sait que c'est écologiquement très intéressant, et en fait, c'est pas si développé que ça. C'est qu'il y a des contraintes à la fois financières et des contraintes effectivement d'organisation. Vincent Delahaye, on a entendu Clément Beaune ce matin, il a parlé notamment de Limoges-Poitiers, c'est une route que j'ai faite pas mal de fois, 132 km, on met plus de 2 heures, il y a des camions, on peut pas doubler, c'est une horreur. Est-ce que quelque part les autoroutes, ça n'a pas aussi un rôle de désenclaver les endroits? L'Auvergne a été désenclavée, vous qui êtes sénateur centriste, ça va vous faire plaisir par Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il était auvergnat et qu'il a fait construire la 75. Est-ce que ça n'a pas un rôle d'aménagement du territoire aussi, les autoroutes? C'est évident. C'est évident, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça désenclave pas mal de territoires. Ça permet quand même de favoriser les échanges économiques. Donc c'est quand même c'est un atout considérable pour notre pays et pour beaucoup de territoires. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte la dimension écologique, ça me paraît évident. Mais il faut aussi prendre la dimension économique. C'est vrai pour les aéroports, on parle des autoroutes là, mais les aéroports, c'est la même question souvent qui se pose. Est-ce que l'environnement va l'emporter sur l'économie ou inversement? Je pense qu'il faut rechercher le meilleur équilibre possible. Comme toujours, dans toute chose, on cherche un équilibre. Là, en l'occurrence, il faut pas arrêter toutes les autoroutes, c'est pas possible. On va pas arrêter de construire des autoroutes parce que certains ne souhaitent pas les voir venir. Hervé Vallée, qui est comme vous de l'Essonne, vous posez une question. Donc en fait, moi je pense que le ferroutage règle un problème des camions, mais malheureusement ne règle pas les automobilistes autres. Oui, donc pour désenclaver une région, l'autoroute est malheureusement la seule solution pour monsieur tout le monde, pour les touristes, pour les gens qui travaillent, qui sont pas en camion, alors que le ferroutage c'est que pour le camion. Donc je pense que c'est un peu trop sélectif. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je me donne un petit peu l'avocat du diable. Et il y a une chose aussi sur les autoroutes, c'est que c'est une route extrêmement sûre. Oui. C'est le plus sûr. Donc sur 150 km, si on le remplace par une autoroute, il y a forcément des accidents sur les nationales entre Limoges et Poitiers. Une autoroute, c'est aussi très bon pour la sécurité, donc indirectement pour le budget de l'État, parce que moins on a d'accidents, moins on dépense d'argent. C'est un peu macabre ce que je dis, mais c'est vrai. Donc voilà, il y a aussi une notion de sécurité. Vincent Delahaye, pardon. D'accord, oui, là-dessus c'est assez amusant d'ailleurs, parce qu'il y a un moment j'étais rapporteur du budget radar et de la circulation. Ah, c'est vous. Et en fait, on nous dit officiellement que les radars sont toujours installés à des endroits accidentogènes. Ouais. Et en fait, on sait que c'est surtout sur les autoroutes, c'est là où il y en a le plus. Il y en a un peu sur les nationales, il y en a beaucoup moins sur les départementales. Et en fait, c'est surtout sur ces routes-là qu'il y a plus d'accidents. Donc en réalité, on voit que par rapport à l'objectif qui est donné au départ, ce que l'on réalise ne correspond pas toujours à ce qu'on cherche. Quel rôle ont les élus locaux justement sur ces routes et sur ces autoroutes? Est-ce qu'on leur demande leur avis ou alors ça se fait sans eux? Ah oui, il y a toujours une phase de concertation. Puis en général, c'est quand même à la demande des élus locaux que ces projets se font. Et il y a toujours à la base soit le conseil départemental, soit le conseil régional
qui sollicitent souvent l'État pour des financements. Donc c'est pas l'État qui décide d'un seul coup, on va faire Limoges-Poitiers, on va faire. Il y a une demande locale et c'est à partir de cette demande locale qu'il y a tout un processus de décision, d'études, de concertation et ensuite de décision. Donc tout cela ne se fait pas forcément sans les élus locaux, ça ne peut pas. Mais alors, oui, au-delà de la construction d'une autoroute, le raccordement d'une commune qui est éloignée de quelques dizaines de kilomètres de l'autoroute, ça peut tout changer au niveau économique. Parce que si on est obligé en camion de faire 20 kilomètres pour aller à au prochain embranchement, et si on n'en fait que 5, économiquement ça change beaucoup de choses, ça pollue moins et ça désenclave. Donc ça aussi, il faut y penser, ces raccordements, ça peut être très simple et très efficace. Vincent Delahaye. Oui, mais je partage entièrement et je sais qu'aujourd'hui, on construit des autoroutes pour lesquelles on fait très attention, effectivement, à la biodiversité, au respect des paysages, à pas mal de choses. Donc, c'est pas du tout ce qu'on faisait peut-être il y a 40 ou 50 ans. Et aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention, ce qui est normal. Moi, je suis tout à fait... Mais par contre, il faut absolument continuer à en construire, sinon on va s'arrêter. Le pays va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on va continuer à faire? Et il y a beaucoup de régions qui en ont encore besoin. Mais alors, Vincent Delahaye, une question pour les auditeurs qui ne comprennent peut-être pas tout, même comme nous qui travaillons sur la voiture toutes les semaines. Oui. Comment expliquez-vous? Parce qu'on a du mal à comprendre certaines choses. Les autoroutes ont été privatisées, vous connaissez bien le sujet, puisque vous avez mené la commission d'enquête du Sénat, mais l'État décide des chantiers. Alors comment ça fonctionne? Parce que l'État décide, mais c'est privatisé, on a un peu de mal à comprendre. Il y a un lien entre le concessionnaire et le concédant qui est l'État. L'État a décidé de concéder effectivement à des sociétés privées la gestion des autoroutes, mais il y a une discussion qui se fait entre le ministère des Transports et les concessionnaires pour savoir quelles sont les priorités. C'est-à-dire, le concessionnaire propose, vous savez, si vous écoutez les concessionnaires, là, ils vous proposeraient 60 milliards de travaux, qui sont réalisés souvent par leurs filiales, pour verdir les autoroutes. Donc, à un moment donné, c'est normal que l'État dise « Attendez, stop, ça, on le prend, ça, on ne le prend pas, quelles sont nos priorités ?» Et tout ça, c'est un dialogue qui se fait, et c'est bien naturel. Hein. Mais heureusement que ce n'est pas les sociétés privées qui décident exactement de tous les travaux qu'il faut faire sur les autoroutes. Ça me paraît assez évident. Vincent Delahaye, pardon, je rebondis. Financièrement, qu'est-ce que ça va coûter aux automobilistes ? Ou même aux communes, ou qui va prendre en charge tous ces frais? Les nouvelles autoroutes? Oui, parce que c'est comme peut-être Notre-Dame-des-Landes, il y a eu des études qui ont coûté de l'argent et on n'a pas fait l'aéroport. Hein. Oui, alors bien entendu, mais quand on est dans la vie publique comme dans la vie privée, parfois on fait des études qui coûtent et qui n'aboutissent pas. Oui, mais les nôtres ne sont pas si chers. C'est vrai aussi que c'est pas aussi cher. Mais ça peut arriver quand on fait des études, il n'y a pas forcément au bout un aboutissement. Oui. Mais c'est normal que ce soit les usagers qui payent ensuite. Hein, il y a des péages pour cela. Alors, et en France, ils sont très chers. Hein, ils sont très chers aussi parce que les contrats ont prévu des clauses d'indexation qui sont, à mon avis, bon, c'est peut-être pas l'objet de la réunion, la réunion ce soir, mais c'est des clauses qui sont beaucoup trop favorables aux sociétés d'autoroutes. Et du coup, on paye très cher un service qui est bon. Le service est bon. Et sur les nouveaux tronçons, je pense qu'il y aura des péages. C'est ce qui me paraît normal. Ouais. Et c'est les usagers qui paieront. Le mot de la fin, Yves Cara, le service est bon? Oui, le service est excellent. De toute façon, il faudra les payer. Soit c'est tous les Français, même ceux qui ne prennent pas l'autoroute, qui le paieraient, soit c'est ceux qui l'utilisent. Puis il ne faut pas oublier que les étrangers, quand ils viennent en France, il faut aussi qu'ils participent. Donc ils pourraient participer peut-être avec une vignette et autres. Mais pour reprendre juste l'exemple on n'a plus le temps. Juste l'exemple, c'est quand on a un appartement, il y a un propriétaire, il y a un locataire. Le locataire a certaines charges, mais il y a des gros travaux qui sont à la charge du propriétaire, voilà, ou du locataire. C'est un peu le même système pour les autoroutes. Merci en tout cas, chers amis, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Yves Cara, porte-parole de Mobility Club France. Merci beaucoup Hervé Vallet d'avoir été avec nous, directeur général d'American Car City. Merci à Régis Legault, avec président des métiers des agents de marque chez Mobiliance. Et merci en tout cas monsieur le sénateur Vincent Delahaye, vice-président du Sénat, qui a mené les travaux de la commission d'enquête du Sénat sur les autoroutes en 2020 et qui va rester sur Sud Radio parce qu'il est de Massy, où il y a un très bon club de rugby. Et maintenant, on va parler de rugby dans Au cœur de la mêlée avec Alexandre Priam et l'équipe des sports. Mais juste avant, c'est vous qu'on retrouve dans Sud Radio à votre service. Et nous, on se retrouve demain à 17h. Salut, passez une belle soirée et bravo à notre équipe.